Juin 2022. Un groupe de hackers s'infile dans les réseaux informatiques du ministère de l'Intérieur de la Biélorussie. Il y trouve des enregistrements de conversations téléphoniques et les diffuse sur Internet. Дмитрий Александрович, добрый день. Российское посольство, главный бухгалтер Мария. Да. Дмитрий Александрович, подскажите, пожалуйста, проконсультироваться нужно. Очень приятно, рада вас Очень слышать. приятно, очень приятно. Да, сейчас вам удобно, да? Ce que vous venez d'entendre, ce sont des conversations entre le personnel des ambassades de Russie et de la Chine en Biélorussie avec des citoyens et citoyennes ordinaires, ainsi qu'avec des employés du ministère des Affaires intérieures du pays. Ces enregistrements, diffusés au grand jour, sont la preuve que l'État biélorusse espionne ses alliés russes et chinois. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un peu embarrassant. Ce n'est pas le premier coup d'éclat fait par ce groupe de hackers qui mène une campagne clandestine contre le régime du dictateur Alexandre Loukachenko, et comme on va le voir aujourd'hui, ce n'est pas non plus le dernier. Tous tes profils en mode public. Tu veux être vu, entendu, connu. Eh bien, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Les pirates ont pénétré et détruit les systèmes informatiques de nombreuses entreprises en introduisant plusieurs virus. C'est pas un virus, c'est pire, c'est un ver. Wow, accrochez-vous, l'émission commence. 4, 3, 2... Ces conneries, c'est ma carte. Dans cet épisode, les cyberpartisans de Biélorussie. La République de Biélorussie a une population d'un peu plus de 9 millions d'habitants. Elle est voisine de la Russie. Au sud, il y a l'Ukraine, à l'ouest, c'est la Pologne, et ce pays partage aussi une frontière avec la Lituanie et la Lettonie. La transition vers l'économie de marché a été extrêmement brutale en Russie. Une thérapie du choc qui a été imposée. Il y a eu des privatisations massives et ces vastes entreprises étatiques ont largement été ramassées par un petit groupe d'oligarques. Les conséquences pour la population sont assez catastrophiques. La pauvreté explose, la violence aussi, et l'espérance de vie chute. La Biélorussie a suivi un chemin différent. L'État a gardé le contrôle sur les secteurs clés de l'industrie. Encore aujourd'hui, une grande partie de la population travaille pour une société liée à l'État. Certaines mauvaises langues disent que la générosité des services sociaux sont principalement financés par des prêts venant de la Russie et le prix d'amis offert par Poutine pour le pétrole que la Biélorussie achetait à la Russie pour ensuite la revendre à l'Europe. C'est une politique qui a été décrite comme du pétrole en échange de câlins. Lui, c'est Loukachenko. On l'entend se décrire comme étant un dictateur qui ne comprend pas grand-chose à la démocratie. Il a été élu en 1994, peu après l'indépendance du pays. Ce fut la première et la dernière élection libre de ce pays. Le système électoral en Biélorussie se fait à 2 tours, un peu comme l'élection présidentielle en France, par exemple. Si un candidat n'obtient pas plus de 50% des voix, un deuxième tour est organisé entre les 2 candidats qui ont eu plus de votes. Depuis 1994, il n'y a pas eu de deuxième tour. C'est vous dire à quel point le gars est populaire. Enfin, le 9 août 2020, il y a eu des élections en Biélorussie. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont entachées d'irrégularités. Déjà, avant le jour du vote, disons que la procédure n'était pas super démocratique. Des candidats d'opposition, comme le blogueur Sergueï Tikhanovski et le banquier Viktor Babariko, se sont fait arrêter. Un autre, Valery Tserkalo, voit sa candidature refusée et se réfugie à Moscou pour sa sécurité. La femme du blogueur emprisonné, l'enseignante et traductrice Svetlana Tikhanovskaya, se porte candidate et réussit à rallier les partisans et partisanes des autres candidats d'opposition. Alexandre Loukachenko, 705. Svetlana Tikhanovskaya, 1800. Selon les résultats officiels, Loukachenko remporte 80% des voix et Svetlana Tikhanovskaya n'en aurait eu que 10%. Loukachenko, 939! Tikhanovskaya, 517! Cette fois, la fraude est trop grosse, trop évidente. Des manifestations éclatent. Elles sont violemment réprimées par les forces de l'ordre. La BBC,
en novembre 2020, rapportait que plus de 1000 personnes avaient été arrêtées. De nombreux détenus témoignent de torture. Sergueï Tiranovski a été condamné à plus de 18 ans de prison. Depuis plus d'1 an, ses proches et ses avocats n'ont pas eu de nouvelles de lui. Idem pour le candidat Babariko. Il a été condamné à 14 ans de prison. En avril 2023, il était admis à l'hôpital après avoir été battu selon son ancienne équipe électorale. Il a depuis disparu. Ses avocats et avocates ont été démis du barreau et ne peuvent plus pratiquer leur métier dans le pays. Sure, my name is Yuliana Shmitovets and I'm the official representative of the Belarusian cyber partisans. Yuliana Shmitovets est la porte-parole officielle des cyberpartisans de Biélorussie. Problem, and I guess the saddest part, is that this type of repressions and the violence continues. I don't know the most recent statistics, but when I was checking it, there was information Ce qui est le plus triste, c'est que cette répression et cette violence continuent. Je n'ai pas les statistiques les plus récentes, mais la dernière fois que j'ai vérifié, on rapportait que jusqu'à 100 personnes par mois se font arrêter. Elles se font arrêter pour des likes, des commentaires sur les réseaux sociaux, des messages, des choses comme ça. En septembre de l'année dernière, le président Loukachenko a décrété la fin des services consulaires dans les ambassades de Biélorussie à l'étranger. Ça veut dire que les citoyens et citoyennes qui sont à l'extérieur du pays ne peuvent plus se présenter dans une ambassade pour renouveler leur passeport, prolonger un visa ou enregistrer la naissance d'un enfant. Ils doivent retourner en Biélorussie où ils sont à risque d'être arrêtés et emprisonnés. Shmitovets rapporte que les conditions de détention sont exécrables en Biélorussie. Pire même qu'en Russie. Depuis 2020, au moins 6 prisonniers politiques sont morts en détention. Les premières actions des cyberpartisans à l'automne 2020 consistent à vandaliser divers sites web officiels, comme ceux de la présidence, de la Chambre de commerce et de la Loterie nationale. Le 3 septembre, ils ajoutent Loukachenko sur la liste des personnes les plus recherchées sur le site web du ministère de l'Intérieur. C'est du bon vieux activisme comme on pouvait le voir en 2011 avec des groupes comme LOLSEC et Anonymous, par exemple. Selon ce que des membres du groupe ont dit en entrevue, au départ, il n'y avait personne qui travaillait professionnellement en cybersécurité. Ils et elles ont tout appris sur le tas. It's been almost 4 years and the group is strong as ever. To be honest, the level of hacks that are happening right now is more Ça fait presque 4 ans et le groupe est plus fort que jamais. Pour être honnête, le niveau de hacks qui sont faits en ce moment sont beaucoup plus sophistiqués qu'en 2020 et 2021. C'est juste que tout n'est pas rendu public. On doit partager publiquement environ 10% du travail que le groupe fait. Leur premier gros coup arrive en juillet 2021. Les cyberpartisans revendiquent le piratage de la base de données contenant les informations du système de passeport du pays. Cette base de données contient les informations de tous les citoyens et citoyennes, incluant les gens proches du régime et les membres des services secrets. Un média indépendant, Nastoyachiye Vremya, temps présent, a confirmé la véracité de ces données. Cette brèche a permis de démontrer, par exemple, que 32 000 personnes étaient mortes de la COVID-19 entre mars 2020 et 2021. Ça, c'est 14 fois plus que le bilan officiel. Durant l'épidémie, Loukachenko avait suggéré à la population de simplement travailler plus, de jouer au hockey et de boire de la vodka pour se protéger du virus. Et les autorités ridiculisaient ouvertement le port du masque. Les cyberpartisans ont revendiqué des attaques contre plusieurs autres systèmes étatiques. On peut citer par exemple le piratage du système de caméras de surveillance de l'État. Ils publient régulièrement les informations personnelles de plusieurs membres du régime, des proches de Loukachenko et des forces de l'ordre. En novembre 2021, les hackers réussissent à infiltrer le système informatique du réseau ferroviaire du pays. Un peu plus tard, en janvier, avant le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, les autorités russes ont commencé à envoyer des troupes et de l'équipement en Biélorussie sous prétexte d'exercices militaires. Les activistes lancent donc leur première attaque pour tenter de ralentir ou stopper les trains. On ne sait pas vraiment l'effet que cette attaque a eu. Un média a cependant confirmé que les systèmes de vente de billets en ligne étaient hors service. Après cette action, de gentils ex-employés des chemins de fer ont contacté les cyberpartisans pour leur expliquer les points faibles du système et comment ceux-ci pouvaient être piratés plus efficacement. Lorsque Vladimir Poutine a lancé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, les cyberpartisans ont récidivé. Cette fois, le groupe aurait réussi à paralyser l'ensemble du système d'automatisation et de signalisation. Le réseau ferroviaire a donc dû être géré de façon manuelle pendant au moins une semaine.
En entrevue après cette attaque, la porte-parole Yuliana Shemetovets nous avait raconté que cette situation avait mis en lumière le fait qu'il y avait un manque important de personnel, parce que beaucoup de ceux-ci avaient été congédiés à la suite de manifestations. Cette action, combinée au sabotage de lignes de chemin de fer des membres d'une organisation clandestine nommée Bousselé Latsas, les cigognes volantes, a mis un terme au transport de troupes via la Biélorussie pendant un certain temps. Les manifestations sont maintenant terminées et il est beaucoup trop risqué pour les gens de s'afficher ouvertement contre le régime. Cela n'empêche pas les gens d'être créatifs et d'utiliser leur imagination et les moyens du bord pour contourner la censure. Un article publié par le média Coda Story raconte comment des militants pro-démocratie utilisent des imprimantes personnelles pour publier des journaux clandestins de façon décentralisée et les diffuser ensuite dans les boîtes aux lettres de leurs voisins et voisines. Il y a un bataillon de volontaires venant de Biélorussie qui se bat actuellement en Ukraine contre l'invasion russe. Des informations récoltées par les cyberpartisans auraient permis, selon la porte-parole, de dévoiler la présence d'agents infiltrés du KGB dans cette unité. Parce que oui, en Biélorussie, la police secrète a conservé son nom du temps du régime soviétique. Pourquoi changer de nom si tu continues à faire le même job? En novembre 2022, les cyberpartisans de Biélorussie revendiquent un nouveau gros coup. Cette fois-ci, et c'est une première, ils affirment avoir ciblé un organisme étatique russe, le Glavny Radiochastotny Center, ou le centre principal de radiofréquence, une branche du Roskomnadzor chargée de la surveillance des télécommunications. Cet organisme a pour tâche de faire respecter la loi de la Fédération de Russie sur Internet. C'est comme le CRTC, si le CRTC pouvait tirer la plug sur ton site web parce que tu critiquais Justin ou t'envoyer dans un camp de travail au Yukon à cause d'un commentaire sous une vidéo sur YouTube. Pour cela, l'organisme tient un registre de contenu à bloquer. Elle fait aussi une veille sur certains mots-clés et sujets dans les médias de masse et les réseaux sociaux. Pour mon travail à Pivot, j'ai eu accès aux documents fuités par les cyberpartisans biélorusses. Les informations ne correspondent pas à la position officielle du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Ça, c'est une formule qui revient régulièrement pour justifier le blocage de ressources sur Internet. Vidéos YouTube, articles de blog, médias d'information. On la retrouve comme prétexte pour le blocage de contenu qui parle des pertes russes, des revers de l'armée dans son invasion de l'Ukraine ou simplement du contenu qui utilise le terme « invasion » ou « guerre », car pour le régime, c'est une opération militaire spéciale. Cela faisait quelques mois que je n'avais pas entendu parler des cyberpartisans lorsqu'en avril dernier, le groupe revendique un autre gros coup. Cette fois, c'est le piratage de l'usine de fertilisants Grodna Azot. Selon le groupe, ils ont infiltré les systèmes de l'usine, effacé des données et rendu des ordinateurs inopérants. It used to be one of the biggest competitors of Canadian fertilizer companies, by the way. So, like, funnily enough, Canada was. C'était l'un des plus gros compétiteurs des usines de fertilisants canadiennes, en passant. D'ailleurs, le Canada faisait des pressions pour des sanctions contre cette usine depuis un certain temps. Depuis qu'il était devenu clair que l'entreprise était utilisée pour supporter le régime de Loukachenko et que cet argent servait à supporter les services de sécurité et la violence qui vient avec. Les sanctions contre l'importation de fertilisants en provenance de la Russie et de la Biélorussie datent de 2021. Le piratage de cette usine vient avec un ultimatum pour le régime, libérer les prisonniers politiques. Mais les activistes ont aussi un autre message pour Loukachenko. And this was the way for cyberpartisans to send the message, hey, first message is like, stop repression, stop firing people. C'était une façon pour les cyberpartisans d'envoyer un message, tu sais. Le premier message, c'est arrêter la répression. Arrêtez de renvoyer les gens. Battez-vous pour vos travailleurs qui sont en prison en ce moment. On doit libérer les prisonniers et prisonnières politiques. Le deuxième message est que l'une des plus grosses usines chimiques, en tout cas l'une des plus grosses en Europe de l'Est, n'est pas bien protégée. Si ce n'est pas les cyberpartisans, cela sera peut-être quelqu'un d'autre, disons des hackers russes, occidentaux, chinois, n'importe qui. Une usine de fertilisants mal sécurisée, c'est pas idéal. C'est un endroit qui fabrique et entrepose des produits dangereux et hautement explosifs. En entrevue, la porte-parole insiste pour dire que l'action a été prise de façon extrêmement prudente. Ils ont lu et analysé les documents internes et se sont assurés de bien comprendre le fonctionnement du système avant d'agir. Ce travail était d'autant plus difficile que les membres du groupe
ne pouvaient pas se permettre de demander de l'aide ou des avis externes. Les cyberpartisans tenaient à tout prix à éviter une fuite qui aurait pu mettre la puce à l'oreille des autorités. De plus, ils voulaient être sûrs à 150% de ne pas causer de dommages qui pourraient affecter les travailleurs et travailleuses ou la population qui habite autour de l'usine. The group predicts that even the destruction could be that half of the city could have been affected. Le groupe estime que la destruction aurait pu affecter la moitié de la ville. Donc ce n'est pas simplement que l'usine aurait pu exploser, la moitié de la ville aurait pu exploser. Évidemment, le groupe ne l'a pas fait. Pour Yuliana, c'est le même constat que celui après le hack du réseau de chemin de fer. Le régime a renvoyé les personnes qui ont manifesté contre Loukachenko et embauche sur des critères de loyauté envers le régime au lieu d'embaucher des gens en mesure de faire le travail de sécuriser les infrastructures adéquatement. Le groupe veut donc mettre en lumière les failles de sécurité car elles sont une conséquence directe des actions du régime. Ils ont renvoyé des gens. Ils n'embauchent pas ceux qui ne supportent pas Loukachenko, ceux à qui ils ne font pas confiance. Donc il n'y a tout simplement pas assez de spécialistes en cybersécurité. Quand vous n'embauchez pas des gens qui sont efficaces, professionnels, mais seulement ceux qui sont loyaux, voici les conséquences que vous récoltez. Yuliana Chemetovets nous a raconté que ce piratage aurait causé assez de chaos dans l'entreprise pour obliger le président Loukachenko à réagir. Il aurait menacé d'envoyer en prison les employés qui n'avaient pas mis à jour leur mot de passe depuis plus de 2 ans. Le moins qu'on peut dire, c'est que c'est une façon originale d'installer un programme de sensibilisation à la sécurité. Il aurait également dit aux gens que s'ils ne savaient pas se servir d'ordinateur, ils n'avaient qu'à utiliser du papier. La sécurité de la population biélorusse est une préoccupation importante pour les cyberpartisans. Et ils se disent prêts à aider le régime de Loukachenko à sécuriser ses ressources. The group is even ready to collaborate with the regime people. If they can release political prisoners, we'll do it not as a PR. Le groupe est prêt à collaborer avec le régime. S'il libère les prisonniers et prisonnières politiques, on ne le fera pas pour faire une action de PR, on ne le fera pas publiquement. On dit négocier, on peut vous aider. Premièrement, on peut aider à restaurer les systèmes de l'usine Grodno Azot, mais aussi aider à la protéger. Bâtir une meilleure cybersécurité pour cette usine et pour les autres. Mais il doit y avoir une réponse du régime. Pour cela, on ne demande même pas qu'il quitte le pouvoir, on demande simplement, s'il vous plaît, libérez les personnes. Libérez les otages biélorusses qui sont en train de mourir en prison en ce moment. Plus tôt, nous avons parlé du piratage de la base de données du ministère de l'Intérieur. Ce piratage qui a eu lieu en 2021 et a permis de faire connaître les cyberpartisans. Récemment, les activistes ont lancé un bot sur Telegram. Telegram, c'est une application de messagerie très populaire en Europe, en Asie et en Afrique. C'est l'une des applications de messagerie les plus utilisées en Russie. Petite parenthèse, les cyberpartisans ont également créé une version de Telegram qui permet aux utilisateurs et utilisatrices de se protéger au cas où ils sont arrêtés par la police. Les autorités arrêtent les gens dans la rue, leur demandent d'ouvrir leur téléphone et vérifient les groupes et canaux que les gens suivent sur les réseaux sociaux. Une personne qui serait trouvée en train de suivre un compte hostile au régime a de bonnes chances de se retrouver en prison. Donc, les cyberpartisans ont publié une version de l'application Telegram qui ressemble en tout point à l'application originale, mais celle-ci a 2 mots de passe distincts. Si on l'ouvre avec le mot de passe propre, on va avoir des canaux et groupes inoffensifs, genre des groupes de chats. Si on utilise l'autre mot de passe, il affichera les groupes que l'on veut réellement suivre et qui sont interdits. Un des attraits de Telegram est que l'on peut créer des bots. Il s'agit de fonctionnalités qui permettent d'automatiser certaines actions. On peut s'en servir pour créer un chatbot, par exemple. Les cyberpartisans ont donc créé un programme qui permet aux gens de téléverser une photo d'une personne et le compte Telegram va indiquer si cet individu est un agent du KGB ou non. C'est quand même fort. And this is what you can do by using this Telegram bot, which is very convenient because people sometimes, especially in countries like Poland, Lithuania, they protest. Voici ce qu'on peut faire avec ce bot Telegram, qui est très pratique d'ailleurs. Les gens, surtout dans des pays comme la Pologne ou la Lituanie, vont manifester. Ils voient des gens suspects qui essaient de les filmer, de les prendre en photo. Maintenant, ils peuvent prendre une photo de ces individus et les envoyer à notre bot pour vérifier si cette personne travaille ou a déjà travaillé pour le ministère des Affaires internes ou le KGB. Depuis un certain temps déjà, à l'aide des informations recueillies dans le système gouvernemental, les cyberpartisans effectuent une sorte de background check ou vérification des antécédents d'individus pour différents groupes de la société civile. Toutes les personnes qui tentent de rejoindre le bataillon de volontaires biélorusses en Ukraine font l'objet d'une vérification par le groupe. Des organismes de droits humains se servent aussi du groupe pour éviter d'être infiltrés par des agents du régime.
Depuis le piratage du système informatique du ministère de l'Intérieur, les cyberpartisans détiennent beaucoup d'informations. Beaucoup. Yuliana Chimetovets est consciente que son groupe possède le genre de données habituellement réservées à des États. Elle est également consciente que cela vient avec une énorme responsabilité et elle dit que son groupe fait tout en son pouvoir pour protéger ces données, les conserver de façon sécuritaire et les utiliser de façon éthique et responsable. We have our code of conduct of like setting up the rules, like what type of information we can share, what is sensitive, what is not, because we don't want to share any information, sensitive information about regular citizens. If you're working for the regime, yeah, it's legitimate. Nous avons un code de conduite, nous avons établi des règles. Qu'est-ce qu'on peut partager? Qu'est-ce qui est de l'information sensible? Qu'est-ce qui ne l'est pas? On ne veut pas partager d'informations sensibles sur des citoyens et citoyennes de Biélorussie. Si tu travailles pour le régime, oui, c'est une raison, une cible légitime. Mais pour les citoyens ordinaires, on fait très attention. Cela prend du temps. On est un petit groupe et nous avons le genre de données qui est habituellement réservé à des gouvernements. Ces données sont entre nos mains et c'est notre responsabilité de faire très attention et d'agir de façon responsable avec celles-ci. Le bot pour identifier les agents du KGB n'est pas la seule action que le groupe a menée contre cet appareil répressif. Ils ont aussi piraté leur site web. Encore une fois, ce piratage a montré que le régime ne se préoccupe pas trop de la sécurité de sa population ou même des gens qui travaillent pour lui. This hack happened in the fall of 2023. Le piratage a eu lieu à l'automne 2023. Ils ont remarqué que quelque chose n'allait pas et ils ont fermé le site web. Il a donc été inaccessible pendant plusieurs mois. Nous avons décidé de revendiquer publiquement le piratage du site web et nous avons publié l'information qu'on y a trouvée. Ce qu'ils y ont trouvé est pas mal intéressant. The most interesting information that can be found there is everyone who would reach out to KGB website. L'information la plus intéressante qu'on a trouvée, ce sont les messages et coordonnées de tout le monde qui a contacté le site web du KGB. Donc des informateurs, des gens qui veulent entrer en contact ou travailler pour le KGB. Comme vous savez, beaucoup d'agences de sécurité vont avoir une façon pour permettre aux gens d'entrer en contact avec eux sur leur site. Le KGB en avait une aussi, mais ce n'était pas bien protégé, alors les cyberpartisans l'ont eu et l'ont publié. Les messages ont été rendus publics sur un site web. Il y en a environ 40 000. On peut les lire et y effectuer des recherches par mots-clés. Beaucoup de ces messages sont sans importance. Il y a des messages de petits comiques qui disent avoir vu Loukachenko à la piscine, parler avec des extraterrestres et autres choses du genre. Il y a aussi des messages de personnes qui semblent aux prises avec des problèmes de santé mentale. Mais il y a aussi des messages de personnes en Biélorussie, mais aussi à l'étranger, qui offrent leurs services au KGB. Des gens qui dénoncent leurs voisins et voisines. Les noms et coordonnées des personnes dénoncées sont dans ces documents. J'ai demandé à Yuliana Chimetovets si cela posait un problème éthique de ne pas avoir qu'à regarder ces informations. Pour elle, d'un côté, les informateurs et informatrices ont ce qu'ils méritent. It's even a more important message than trying to hide emails and phone numbers that's saying that you reach out to Le message qu'on va envoyer, c'est « Vous voulez entrer en contact avec le KGB? Vous voulez travailler pour eux? Vous les avez contactés? » Eh bien, cette information peut être publiée. C'est le risque que vous prenez si vous travaillez pour le régime. Il ne protège pas vos données et à un moment donné, ce sera public. Pour les autres, elle explique qu'ils n'apprennent rien au régime, qui a déjà ces informations. Elle dit que des discussions ont eu lieu à l'interne afin de savoir ce qui serait caviardé ou non. Personne ne se serait plaint et elle dit que le groupe a reçu plusieurs messages de personnes nommées dans ses communications. Des gens leur écrivent pour les remercier car maintenant ils savent qu'ils ou elles ont été dénoncés et peuvent couper les ponts avec ces informateurs. Il y a plusieurs groupes qui se revendiquent du activisme en ce moment. Certains, comme Anonymous Sudan par exemple, semblent être des écrans pour des activités de cyberguerre menées par des États. D'autres, comme Killnet, un groupe d'activistes nationalistes pro-russes, mènent principalement des attaques de déni de service, qui consistent à rendre des systèmes informatiques inaccessibles. C'est étonnant, mais la question de savoir si cela influence vraiment le cours du conflit reste à voir. Les cyberpartisans de Biélorussie semblent dans une classe à part. Le rôle du activisme a pris de l'ampleur du fait que l'action sur le terrain est devenue de plus en plus risquée et difficile. C'est un groupe qui a tout l'air d'avoir eu des débuts modestes et qui a réussi à développer une expertise sur le tas.
Ils ont réussi à frapper là où ça fait mal, et cela à plusieurs reprises. Pour le moment, rien n'indique qu'un État serait derrière leurs activités. Absolutely. I think we are one of the only groups that have an actual impact inside Belarus, especially now, because it's really hard, to go out and do some type of protest. Absolument. Je pense que nous sommes un des rares groupes à avoir un impact à l'intérieur de la Biélorussie, surtout maintenant parce que c'est vraiment difficile de faire une manifestation ou n'importe quelle autre action. Les outils numériques sont ce qui est disponible et la réalité est que nous sommes beaucoup plus efficaces, beaucoup plus patients que l'autre côté, que le régime. Les succès des cyberpartisans reposent sur leur capacité technique, leur patience et leur motivation, c'est certain. Mais Yuliana ajoute qu'elle repose aussi en grande partie sur l'incompétence du régime. That's kind of the reason why we can do it is because the regime is just not as skillful, does not protect the system, doesn't care, didn't care. C'est pourquoi on est capable d'effectuer ce travail. Le régime n'a pas cette capacité technique. Il ne protège pas les systèmes, il s'en fout. De l'autre côté, notre groupe n'avait aucun hacker professionnel. Tout le monde a appris sur le tas. Je pense que c'est parce que tout le monde est vraiment très motivé pour continuer à faire ce travail. Parce que la majorité de celui-ci, et je sais ce qu'ils montrent dans les films, c'est que le hacking, c'est palpitant. Tu es assis dans une pièce sombre, tu écris du code pendant 5 minutes et voilà, le système est à terre. Cela a l'air vraiment très cool. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. Parfois, les gens sont assis devant leur ordinateur pendant 16 heures d'affilée. C'est un travail monotone. Il faut être très patient. Il faut aimer ce genre de travail monotone. Enfin, pas nécessairement l'aimer, mais être assez motivé pour le faire. J'ai demandé à Yuliana Chimitovets si elle avait un mot de la fin. I'm just grateful, I guess, again, because the topic of Belarus is not maybe as discussed anymore, especially with what's going on in Ukraine, with the war in Ukraine, with the conflict between Israel and Palestine. Je suis reconnaissante parce que le sujet de la Biélorussie n'est plus tellement à l'ordre du jour, surtout avec la guerre en Ukraine, le conflit entre Israël et la Palestine. C'est donc un sujet dont on ne parle plus beaucoup, mais la répression continue et le pays est menacé. On ne sait pas comment cette guerre peut évoluer. Est-ce que les forces armées biélorusses vont être impliquées? On se bat et on va continuer à travailler pour essayer de faire changer ce régime, mais aussi pour affaiblir le régime russe et aider l'Ukraine à gagner. On ne peut pas laisser Loukachenko et Poutine diriger l'Europe. Vous savez, ces gars-là n'en ont rien à faire de l'ordre international ou de règles internationales. Ils ne respectent pas ces règles du jeu et on ne peut pas leur répondre avec les mêmes tactiques qu'avec d'autres pays démocratiques. L'enjeu est beaucoup plus grand que de simplement se battre contre Loukachenko. La question est de savoir si on va garder cet ordre démocratique, si plus de pays vont se joindre à l'Europe et à l'Occident, ou à des gars comme Loukachenko. Merci d'avoir écouté cet épisode du balado Cybercitoyen. C'est un format un peu différent que d'habitude, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous trouverez des articles que j'écris pour Pivot sur les cyberpartisans dans les show notes, ainsi que des liens vers d'autres articles sur le sujet. Merci à Yuliana Chimitovets d'avoir accepté cette entrevue. Merci à Catherine Dupont-Gagnon d'avoir prêté sa voix pour lire la traduction. Merci à DJ Mutante pour l'indicatif sonore. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre balado et à notre infolettre que vous pourrez trouver à cybercitoyen.substack.com. Dans les prochaines semaines, on va publier l'entrevue complète en anglais avec Yuliana Chimitovets pour nous abonner sur Substack. Mon nom est Sam Harper et je vous dis à la prochaine.